Eh bien, bonjour pour ce premier webinaire de Pragma Security. Merci bien d'y assister, nombreux. Et puis, je vous propose, si vous avez des questions, de les mettre dans le chat. Éventuellement, j'y répondrai soit immédiatement, soit à la fin de la session, si ça demande un peu plus de temps. Voilà, je voudrais vérifier que tout le monde m'entend bien. Vous pouvez le mettre dans le chat pour savoir si le son fonctionne bien. Voilà, donc nous allons commencer. On va d'abord parcourir l'agenda du webinaire. Donc, ce qu'on va d'abord, je vais d'abord vous présenter Pragma Security et Curator Labs et la relation qui existe entre ces deux sociétés. On fera un petit point rapide sur l'état des attaques, vraiment quelques points clés à garder en tête sur la situation, sur les attaques en déni de service et sur quelques recommandations lorsque vous êtes victime de ce type d'attaque. Et enfin, on abordera le point essentiel de cette présentation, à savoir quelle est la différence entre une protection permanente, qu'on appelle aussi Always On, ce qui du reste a été un des points qui ont été abordés de manière assez régulière lors du FIC, du salon du FIC où nous étions présents et sur lequel la première question qu'on nous posait, c'était souvent est-ce que c'est une protection Always On ou pas? Donc, visiblement, c'est une des interrogations que tout le monde se pose en ce moment sur ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'on se permet de discuter ce point sur un webinaire particulier. Et enfin, nous verrons comment vous pouvez utiliser le système et configurer vos infrastructures dans le système assez facilement. Alors, passons sur le slide suivant. Voilà, un petit souci technique, c'est bon, c'est réglé. Bien, donc en fait, Curator Labs est une entreprise qui existe depuis plus de 12 ans, spécialisée dans le domaine de la sécurité et qui en fait propose une solution basée sur une infrastructure anti-DDoS qu'ils ont construit donc sur un réseau et qui est donc international, basé aux États-Unis, en Europe, pays de l'Est, Asie-Pacifique, qui a plus d'un terabit de capacité et sur lequel en fait il y a une technologie qu'ils ont développée eux-mêmes, basée sur du hardware le plus générique possible et qui en fait sont une sorte de reverse proxy spécialisée dans la mitigation d'attaques en déni de service et l'identification d'attaques en déni de service. En 2017, j'ai créé Pragma Security pour être le revendeur exclusif en France de cette solution. Donc de mon côté, j'ai à peu près 20 ans d'expérience dans le domaine de l'industrie, que ce soit l'industrie réseau ou l'industrie de la sécurité. Donc j'ai passé plus de 4 ans et demi, 5 ans chez Arbor Networks, donc qui était assez spécialisé aussi dans ce type de domaine. Et plus récemment, j'ai travaillé pour une société qui s'appelle Kentic aux États-Unis, et qui en fait est aussi spécialisée dans la métrologie, la télémétrie des réseaux et l'identification de trafic malfaisant sur Internet. Voilà, donc en fait, on a créé une relation de partenariat entre Curator Labs et Pragma Security, de telle sorte que je suis le revendeur exclusif en France. Donc, si vous souhaitez acheter le service, en fait, vous achèterez ce service auprès de Pragma Security, donc une entreprise française de droit français, et donc je prendrai au travers de cette société des engagements de qualité de service sur
de qualité de service et de SLA vis-à-vis de vous. Voilà, je vous propose maintenant de voir les différents services que Pragma Security et Curator Labs vous propose. Donc les deux solutions principales sont la protection anti-DDoS, basée donc sur une solution cloud, comme vous l'avez compris précédemment. Donc ils ont un réseau qui permet de proposer ce type de service, donc un réseau de type Anycast. On verra ça un peu plus en détail dans les slides suivants. Et puis, il y a une solution qui s'appelle de monitoring BGP qui s'appelle Radar, qui permet en fait de aussi vérifier que vos annonces sur Internet, vos annonces BGP ne sont pas corrompues. Donc, ça s'adresse essentiellement aux personnes qui font du peering sur Internet. Vient s'adjoindre à ces deux offres principales des offres complémentaires qui sont le pare-feu applicatif, donc le Web Application Firewall, et la protection de domaine et protection de serveurs DNS qui se décline soit sur la protection d'un domaine en particulier, soit sur la protection de votre serveur DNS en lui-même, où en fait on propose d'avoir une sorte de miroir de votre serveur DNS sur l'environnement de Curator Labs, et qui est donc protégé par les solutions de contre-mesure pour défendre les serveurs DNS sur Internet. Voilà, donc vous verrez ces solutions en fait en toute transparence, les prix sont publics et de manière générale, on offre une transparence assez forte et une relation assez directe avec nos clients. Il n'y a pas de choses cachées ou de surprises dans nos solutions. L'état des attaques. Donc on va regarder un petit peu quelques statistiques qui sont issues en fait du réseau Curator. Donc pour vous donner un peu d'où viennent ces métriques, en fait, elles viennent donc de l'ensemble des infrastructures, des reverse proxy, des routeurs, qui en fait nous permettent de générer un rapport annuel et de faire un état des lieux sur l'évolution des attaques. On parlera aussi un petit peu des quelques questions essentielles à se poser sur les attaques en ligne de service et sur les nouveaux types d'attaques. Donc un point très important à identifier et à discuter dès lors que vous êtes l'objet d'une attaque. Et la vraie question à se poser, c'est savoir si c'est vous qui êtes vraiment la cible de l'attaque ou si vous n'êtes qu'un dommage collatéral d'une attaque qui ciblerait quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que on le voit notamment sur les attaques de très gros volumes de plusieurs terabits ou de 1 ou voire plusieurs terabits ou plus d'1 terabit par seconde. Généralement, ce type d'attaque, ce sont pour moi des attaques qui ciblent les infrastructures. Donc les infrastructures des opérateurs ou les infrastructures des hébergeurs. Donc ce ne sont pas forcément des attaques qui vous sont pour lesquelles vous êtes la cible en tant qu'utilisateur final. Mais si vous êtes hébergeur ou opérateur, à ce moment-là, c'est vous qui êtes la cible de cette attaque. Et donc, de ce fait, il faut faire un peu attention à ce que j'appelle les faux Robins des Bois, c'est-à-dire ceux qui voudraient vous protéger contre une attaque et qui en fait cherchent à se protéger eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous proposer un service anti-DDoS pour quelques euros ou pour quelques dizaines d'euros, parce qu'en fait, ils cherchent pas forcément à vous protéger vous, mais à se protéger eux-mêmes, protéger leur infrastructure, et en fait, vous êtes une sorte de contributeur financier à l'achat de leur système anti-DDoS. Mais généralement, quand ils vont utiliser leur système de filtrage, ça va généralement protéger et soulager leur infrastructure. Et dans le meilleur des cas, peut-être ça vous aidera à retrouver une connectivité.
ou, dans le pire des cas, ça ne résoudra absolument pas votre problème, parce qu'ils auront mis en place des filtres pour protéger leur infrastructure, mais pas pour protéger ou rendre à nouveau disponible votre service. Donc attention au faux Robin des Bois. Et enfin, la question c'est à qui profite le crime, parce que généralement, voilà, si vous aurez des attaques sur votre infrastructure, c'est généralement pour faire de l'extorsion de fonds, ou c'est parce que vous aurez émis éventuellement des informations sur votre site qui déplaisent à certaines personnes. Donc, bien être sûr que c'est vous qui êtes bien la cible de cette attaque, en identifiant s'il y a vraiment un profit à tirer de l'attaque en question, d'un point de vue purement politique, géopolitique, ou d'un point de vue extorsion de fonds. Sur ces deux, on va voir maintenant deux charts qui viennent en fait, donc comme je vous le disais, des systèmes de métrologie du réseau Curator Labs. Donc ici, on voit que la durée des attaques reste toujours, enfin, le maximum d'attaques reste sur une durée très courte. Et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que, en fait, même des attaques de durée courte suffisent généralement à créer des dommages sérieux dans l'infrastructure. Donc la plupart des attaques maintenant sont multivectorielles, c'est-à-dire qu'elles sont volumétriques et aussi de niveau applicatif, et que généralement ce genre d'attaque applicative ou attaque de la machine d'État, on va dire, donc des firewalls ou autres reverse proxy, il suffit finalement de très peu de trafic avec beaucoup de connexions pour faire tomber les équipements. Donc sur 10 minutes d'attaque, généralement il vous faudra plutôt 1 heure à 1 heure et demie, voire 2 heures pour remonter votre infrastructure et qu'elle soit à nouveau à peu près en état de marche. Sur le volume des attaques, ce qu'on constate, c'est que ce sont toujours des attaques qui sont groupées autour de 1 giga et 10 gigas, qui correspondent en fait à la granularité des interfaces Ethernet. Donc on cherche à saturer les ports des serveurs ou les ports des infrastructures en envoyant des trafics qui correspondent exactement au débit des interfaces Ethernet, donc 1 giga ou 10 gigas. Au-delà de ça, généralement, ce sont des attaques qui ciblent des infrastructures entières, voire des POP entiers ou des data centers en entier. Et donc, on en retrouve relativement peu, puisque il y a peu d'acteurs et que c'est, je dirais, un peu plus complexe à mettre en œuvre. On notera que sur ces attaques de grande dimension, on retrouve toujours la logique d'amplification, et notamment avec les attaques récemment identifiées sur l'amplification via Memcache, et puis éventuellement aussi avec l'IoT, donc dans un autre esprit, puisque l'IoT permet d'avoir une armée de botnets beaucoup plus conséquente sur la base d'objets connectés ayant des malwares et servant à générer du trafic. Toutes ces informations, en fait, vous pouvez les consulter et les avoir plus en détail sur le rapport annuel de Curator Labs. Vous avez le rapport complet téléchargeable sur le lien qu'on vous a présenté, donc en anglais. Et nous avons aussi travaillé sur un résumé en français des quelques points principaux disponibles sur le site de Pragma Security. Donc, je vous invite à visiter, à lire ce rapport et éventuellement visiter notre site pour avoir plus de détails sur ce qui a été observé en 2017 et sur les projections et les risques que nous voyons pour l'année en cours, à savoir l'année 2018. Bien, maintenant, nous allons aborder le point principal de ce webinaire, à savoir la différenciation entre une protection discontinue et une protection always on ou continue ou permanente. Donc aujourd'hui, en fait, la plupart des solutions qui sont proposées pour les attaques en déni de service sont basées dans une logique discontinue.
Donc, comment ça fonctionne en fait? Généralement, vous avez votre infrastructure qui est, je dirais, représentée dans le cadre en pointillé, ici sur lequel vous avez votre service web, qui peut être soit sur vos propres sites en private cloud, soit en public cloud chez votre hébergeur, ou en private cloud chez votre hébergeur. Et en fait, en nominal, vous avez généralement deux ISP. Vous êtes en multi-homé ou votre hébergeur est en multi-homé avec minimum deux connectivités, voire plus, vers Internet. Et en nominal, je dirais que votre trafic passe par le chemin le plus optimal calculé par les routeurs de vos opérateurs. Donc la première phase des protections discontinues consiste à détecter une anomalie qui irait vers votre infrastructure. Donc généralement cette détection se fait au travers d'analyses type NetFlow, donc télémétrie NetFlow ou SFlow, ou éventuellement en ajoutant une probe qui va échantillonner du trafic au plus près de votre site localement. Donc, sur la base de cette détection, une décision va être prise de rerouter le trafic. Rerouter le trafic, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des ISP amont ou éventuellement de votre hébergeur? Ça veut dire qu'en fait, il va émettre une route more spécifique, donc plus spécifique sur les adresses IP qui sont victimes de l'attaque, afin de dérouter le trafic dans des équipements de filtrage que j'ai représentés ici par le logo classique des firewalls, même si bon, c'est souvent des équipements spécifiques à l'anti-DDoS, mais qui sont en fait que j'ai représenté ici par la symbolique d'un équipement de sécurité générique. Donc, ce qui est à noter lorsqu'on reroute le trafic ainsi, c'est que déjà ça va modifier le chemin du trafic vers votre site, et que donc il va être nécessaire que l'opérateur vous demande une confirmation et une autorisation de le faire. Parce que en théorie, si on suit strictement la net neutralité, ils ne sont pas autorisés à rerouter le trafic sur un équipement de tiers, puisque ça consiste à faire un man in the middle. Et donc, pour ce faire, ils ont l'obligation normalement d'avoir votre autorisation pour rerouter ce trafic. Donc ça, c'est un premier point. Et enfin, la dernière étape consiste à remédier à l'attaque. Donc ça veut dire que les systèmes de nettoyage vont commencer, c'est la logique d'apprentissage, s'ils en ont une, ou une première analyse. Donc il y a généralement deux types d'implémentation qu'on retrouve dans les équipements de traitement d'anti-DDoS, qui sont soit une logique d'apprentissage, donc ça veut dire qu'après quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, le système va mettre en place des contre-mesures pour remédier à l'attaque en question. Soit ça consiste en fait on va avoir des équipements qui vont plutôt être dans une logique où ils vont donner une visualisation de ce qui se passe et de l'efficacité des contre-mesures qui sont appliquées. Donc généralement, on va appliquer quelques contre-mesures basiques au départ, voir si ça traite l'attaque. Le problème de ce genre de système, c'est qu'il faut rester toujours devant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en permanence devant le système pour voir si l'attaque n'est pas en train d'évoluer vers une attaque, par exemple, de niveau applicatif, ou si certains vecteurs d'attaque n'ont pas été traités dans l'attaque en question. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette approche discontinue? C'est que déjà dans la phase de détection, il y a forcément une latence, donc une latence technique, mais aussi une latence humaine. Donc ça, c'est quelque chose que aussi d'expérience j'ai vécu nombre de fois. C'est-à-dire que quand on détecte une attaque, qu'il faut décider de passer par un nouveau chemin et mettre en place la mitigation, généralement les équipes en parlent à leur management, qui en parlent à leur management. On fait des war rooms, des discussions, des meetings, des réunions de crise. On se décide, on se dit oui, que non, que peut-être, qu'on ne sait pas trop, est-ce qu'il faut le faire, pas le faire. Et donc, généralement,
ça crée une double latence, une latence technique et surtout une latence humaine de prise de décision, et ça pose du stress sur les équipes opérationnelles et sur les équipes de management qui n'est pas forcément souhaitable. Et enfin, d'un point de vue purement technique, généralement, la détection, notamment basée NetFlow, SFlow, ne permet absolument pas de détecter les attaques de faible volume, notamment les attaques applicatives. Après, le reroutage, si vous voulez vraiment être efficace, faut payer. Et si vous êtes en dual homing, vous avez plusieurs service providers, faut payer la protection pour toutes les différentes connectivités Internet que vous avez. Donc, si vous êtes chez un hébergeur, typiquement, il va devoir avoir une protection sur tous ces différents transit providers. Et puis, en plus de ça, il n'aura pas forcément la possibilité, si vous voulez payer qu'une fois et avoir qu'un seul service provider, s'il coupe, il va être obligé à ce moment-là de couper tous ces autres affluents Internet et les connectivités Internet pour pouvoir passer que par la connectivité Internet qui lui propose une protection. Donc ça veut dire que quelque part, il est obligé de mettre à risque ses schémas de haute disponibilité pour se protéger. Et donc si jamais, loi de Murphy aidant, on a une panne sur le seul réseau qui nous reste, qui dispose aussi de la protection, et bien à ce moment-là, on déconnecte l'intégralité de l'infrastructure. Donc c'est pas satisfaisant. Après, au sein de chaque autonomous système, il faut aussi se poser la question du partage de charge et de la répartition de charge de l'attaque, savoir si cette charge est bien répartie correctement sur tous les centres de nettoyage, s'il y a une bonne architecture Anycast ou proprement faite sur la répartition de charge, parce que si c'est pas forcément bien fait, il peut y avoir des vendeurs de solutions de nettoyage dans le cloud qui vous annoncent des capacités de nettoyage de plusieurs terabits. Et puis en fait, au moment de l'attaque, vous vous retrouvez sur un centre de nettoyage qui a que 150 ou 200 gigas de capacité de nettoyage, et la répartition de charge est mal faite entre les différents centres de nettoyage. Et enfin, lorsqu'on fait une convergence et un reroutage, on crée une asymétrie forte. Donc les attaquants de toute manière vont voir qu'il y aura eu une réaction de votre part et vont certainement s'y adapter pour pouvoir changer de stratégie d'attaque. Enfin, sur la mitigation, écoutez, il n'y a pas d'apprentissage dans ce genre de système, puisque de toute manière, les équipements de mitigation ne voient pas passer le trafic en dehors du moment où il y a une attaque. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'apprentissage moyen-long terme. Donc en fonctionnement de base, en fonctionnement nominal de votre infrastructure, le système ne va pas savoir quels sont les services qui sont utilisés et comment votre système doit fonctionner en temps normal. Et donc, il lui sera très dur de placer des heuristiques ou de faire de l'apprentissage alors qu'il n'a pas été mis en situation lors d'un mode nominal. Et donc, généralement, il va avoir beaucoup de mal à déduire les bonnes contre-mesures à utiliser sur des mécanismes d'apprentissage. Et d'autre part, le fait que ce type de solution soit des solutions asymétriques, c'est-à-dire qu'elles reçoivent que le trafic entrant et pas le trafic retour de votre service, leur impose quelque part de faire des choses un petit peu fantaisistes, on va dire, sur les couches protocolaires, notamment sur les couches TCP, en faisant en cassant les fenêtres d'acquittement TCP, ou en faisant des faux cookies pour vérifier que en face il y a bien une vraie stack TCP. Donc, ce qui peut éventuellement générer des faux positifs, notamment dès lors qu'on utilise des couches d'encryptage SSL ou TLS, où ils font de l'HTTP redirect qui aussi peut créer des faux positifs, et notamment lorsque on propose, plutôt qu'une interface web sur laquelle se connecte un web browser, une interface web API, sur lequel en fait on va avoir d'autres web API qui vont s'interfacer, ou éventuellement des serveurs qui vont communiquer avec d'autres serveurs au travers de web API. Donc dans ce genre de cas, généralement ce type de système vont générer une quantité non négligeable de faux positifs.
Dans la logique de protection permanente, on va voir en fait que toutes les problématiques qui sont en fait inhérentes je dirais, l'évolution d'Internet, le fait qu'il y ait de plus en plus de terminaux mobiles, de web API, d'IoT, tout ce type de solutions qui sont développées, et la sophistication des attaques, ont fait qu'il a fallu en fait s'adapter et créer une approche nouvelle pour pouvoir traiter correctement les attaques en déni de service, on va dire, de nouvelle génération. Donc le principe, en fait, c'est que sur ce type de solution, le design est fait une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'on va décider de rerouter le trafic via une sorte de reverse proxy, qui sont en fait les reverse proxy de Curator Labs. Donc des reverse proxy qui ont été développés pour traiter les attaques en déni de service et spécifiquement pour ce besoin. Et l'infrastructure est en fait répartie sur un réseau sur lequel toutes les adresses IP de ces reverse proxy sont annoncées en Anycast. Donc ça veut dire que toutes les infrastructures de mitigation sont sur tous les POP et sont annoncées sur tous les POP localement. Donc toutes ces infrastructures partagent les mêmes adresses IP. Donc ça veut dire que le trafic est vraiment traité localement dans chaque POP. Et donc nous, notre capacité est vraiment est réelle. La capacité que nous avons de plus d'un terabit par seconde est réelle et je dirais, répartie en termes de charge sur l'intégralité de nos POP. Chaque POP a son propre traitement de nettoyage. D'un point de vue technologique, en fait, la solution s'appuie sur de l'apprentissage et sur des notions de machine learning, mais sur aussi l'analyse du flux retour de vos services. Donc ça veut dire qu'on va faire aucune chose un petit peu spécifique sur les couches protocolaires, que ce soit TCP ou HTTP. On va vraiment faire une analyse entre les queries qui arrivent et les réponses qui sont envoyées et vérifier qu'un query correspond à une réponse qui est dans la norme des réponses que votre serveur produit habituellement. Donc ça, c'est un point important parce que du coup, on va générer peu ou pas de faux positifs. Et de la même manière, cette intelligence qui est répartie sur nos POP est aussi centralisée, après redistribuée sur l'intégralité des nœuds, afin que l'on puisse partager des notions de blacklist, des notions de qui attaque comment et par quel endroit et par quels autonomes systèmes. Donc tout ce genre d'informations est centralisé et redistribué sur chaque reverse proxy. Enfin, dans la mesure où le système est installé, une fois pour toutes, vous verrez la qualité de service que vous avez et en plus de ça, nous prenons des engagements au niveau SLA sur ce système. Donc d'autre part, comme vous pouvez le constater, à partir du moment où vous partez sur ce type de solution, vous pouvez très bien être en multi-homing sur plusieurs size providers. Vous n'avez pas à vous je dirais, à supprimer certains de vos size providers qui n'auraient pas de protection anti-DDoS, puisque la protection anti-DDoS est faite en amont. Le trafic peut être rerouté aussi bien via un reroutage DNS de niveau applicatif que sur du reroutage BGP permanent. Après, au niveau de l'interconnexion des réseaux, soit vous recevez le trafic directement de nos reverse proxy, soit au travers de tunnels, soit on peut éventuellement aussi interconnecter nos réseaux pour que vous ayez une meilleure SLA et une connexion fibre dédiée entre nos deux réseaux. Sur les bénéfices de cette protection permanente, là vous en avez une vue synthétique, je vais aller directement sur la vue un peu plus détaillée. Donc, comme je vous le disais, la protection et la détection, elle est permanente. Et c'est pas basé sur de l'échantillonnage. Donc, aussi bien les grosses attaques que les petites attaques ou les attaques de niveau applicatif sont détectées, et notamment aussi par le fait qu'on analyse le flux retour et qu'on vérifie que à un query donné, votre serveur répond avec quelque chose de cohérent.
Pour détecter ce type d'attaque, en fait, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un équipement en ligne et faire une analyse et faire un proxy complet sur les sessions venant vers vos services. Au niveau de la génération potentielle de faux positifs, on sait bien en fait que quand ce type d'attaque se produit, on peut éventuellement se mettre à détruire des connexions qui sont valides. Donc nous, le gros bénéfice de notre solution, c'est comme on est en apprentissage permanent, on sait comment votre système fonctionne en nominal, et donc on peut déduire à partir de là, sur la base de nos apprentissages, quelles sont des connexions légitimes et illégitimes. D'autre part, comme on est en approche symétrique, car on est en full proxy, on va pouvoir éviter de générer des choses un petit peu spécifiques au niveau des couches TCP et HTTP, que généralement les équipements anti-DDoS ont tendance à faire, qui génèrent pas mal de faux positifs, notamment si on n'est pas sur des terminaux type PC avec un web browser ou on va dire laptop ou équipement ordinateur avec un web browser. Et donc, notamment, pour tout ce qui est web API ou applications mobiles, qui des fois s'appuient en fait sur pas forcément sur des connectivités, je vais dire, purement, connectivité HTTP, mais pas forcément via une logique de web browser avec une stack HTTP pleine qui supporte notamment les redirects, les HTTP redirects, ou qui ont des stacks JavaScript disponibles. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce type de solution pour éviter de générer des faux positifs. La plupart du temps, quand c'est en reroutage uniquement sur la base d'une détection et d'un reroutage, vous ne savez pas le taux de faux positifs que vous avez. Nous, avec nos systèmes, vous pouvez quand même avoir une vue beaucoup plus précise du taux de faux positifs que nous pouvons avoir, sachant qu'on s'engage à en avoir quasiment aucun. Donc on ne dit pas 100% de faux, qu'on n'aura pas 0% ou aucun faux positif, et on en aura vraisemblablement très très peu puisqu'on ne change rien, aussi bien sur les couches applicatives que sur la couche IP et TCP. Enfin, un point important, c'est qu'on reporte quelque part le stress de l'attaque DDoS est reporté sur nos équipes, puisqu'en fait, vous ne saurez même pas que vous avez été l'objet d'une attaque en déni de service. Vous le saurez que quand on vous enverra le rapport sur l'attaque qui s'est produite. Donc, vous aurez absolument aucune gestion de crise à faire. Toute la gestion de crise est reportée sur nos équipes et sur lequel, en fait, on prend aussi une SLA, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où on n'arriverait pas à faire face à l'attaque, on prend des engagements, et notamment des engagements aussi financiers par rapport à ce genre de choses sur le prix du service. Et enfin, on maintient donc la disponibilité de notre infrastructure, et on prend un niveau de SLA et d'engagement sur le taux de disponibilité de notre infrastructure. Vous pouvez la consulter sur notre site web. Enfin, sur des bénéfices aussi supplémentaires, quelque part, qui viennent du fait qu'on utilise une technologie reverse, une sorte de reverse proxy, on est vu un peu comme un CDN vis-à-vis de vos infrastructures. Eh bien, vous allez pouvoir en fait utiliser notre infrastructure pour faire du partage de charges et de la répartition de charges. Si vous avez par exemple plusieurs front-end répartis sur plusieurs data centers, on pourra faire un partage de charges vers tous ces points d'entrée. Et donc monter aussi la disponibilité de votre infrastructure et optimiser la répartition du trafic sur ces infrastructures. Et enfin, comme je le précisais tout à l'heure, il n'y a pas de problématique liée au dual homing ou le fait d'être hébergé par plusieurs service providers, du fait que vous déportez le traitement de l'attaque en déni de service sur nos infrastructures, vous n'avez plus à vous soucier du fait que tel ou tel ISP a bien un service de traitement anti-DDoS et vous n'avez pas à payer plusieurs fois
potentiellement plusieurs fois un service anti-DDoS pour chacun de vos ISP. Vous groupez la problématique sur un seul fournisseur ou éventuellement plusieurs fournisseurs. Vous pouvez aussi utiliser Pragma Security et Curator Labs d'un côté et un autre fournisseur de solutions anti-DDoS dans le cloud et partager comme ça le risque sur plusieurs fournisseurs anti-DDoS. L'intérêt aussi de cette approche, c'est que nous, notre souche logicielle a été développée entièrement par des chercheurs moscovites ou de Prague ou près de Prague et de Budapest en Hongrie. Donc, vous aurez une souche logicielle qui sera complètement différente des souches logicielles qui sont majoritairement utilisées aujourd'hui, qui sont des souches logicielles nord-américaines. Et donc, vous aurez vraiment deux implémentations complètement distinctes qui ont finalement relativement peu de chances d'être fragiles sur le même 0D ou sur la même attaque qui arriverait de manière nouvelle. Donc, vous pouvez aussi, si vous avez l'idée d'avoir plusieurs fournisseurs de solutions anti-DDoS, avoir Curator Labs et une autre solution pour répartir le risque sur deux souches logicielles et deux implémentations complètement différentes. Et donc, du coup, vous n'avez plus potentiellement à investir sur des équipements de protection locale à votre système, qui de toute manière, ces protections locales doivent toujours s'appuyer sur des protections distantes dans le cloud lorsqu'elles ne savent plus faire face à des attaques volumétriques. Donc, de toute manière, quelque part, au lieu de payer double peine, voire triple peine, une protection locale plus des protections sur chacun de vos ISP, vous réduisez drastiquement le coût du traitement de l'anti-DDoS. Pour la mise en place du service, ça se fait de manière très très simple et assez efficace. Donc, si vous êtes même, vous avez une attaque et que vous voulez la résoudre dans les heures qui suivent et de manière urgente et immédiate, vous pouvez en fait vous enregistrer sur le site de Curator, créer votre domaine sur le portail. Nous, après une petite vérification sur le domaine, on vous allouera l'adresse IP de notre réseau Anycast. Ces adresses IP, vous la mettez dans votre DNS pour assurer la résolution de votre serveur sur notre adresse IP. Nous, on vous fournira l'adresse IP qui va vous envoyer les différents le binding qui sera fait entre votre adresse IP et la nôtre. Donc, si vous voulez éventuellement adapter vos règles de sécurité vis-à-vis de nos propres adresses IP. Et enfin, le temps de propagation de cette mise à jour DNS, qui peut être de l'ordre de quelques heures pour les gens qui n'auront pas encore consulté votre site, voire le temps du time to live des enregistrements DNS, et pour que les caches DNS se mettent à jour. Donc, ça va être de l'ordre de quelques heures à maximum pour certains caches 24 heures si vraiment ils ont laissé les configurations DNS par défaut, ce qui est de moins en moins le cas. Donc réactivité rapide, et vous pouvez utiliser le système pour vous protéger en quelques heures lors d'une attaque. Sur l'enregistrement, en fait, vous avez juste à donner nom, prénom, organisation, le domaine que vous souhaitez protéger. Et en fait, je dirais la flexibilité qu'on offre d'un point de vue, je dirais, solution commerciale, c'est qu'on est une des seules offres cloud qui propose une facturation au mois. La plupart des offres cloud demandent un engagement sur un an. Ce n'est pas notre cas. Nous, vous pouvez prendre un engagement sur le mois, soit sur le mois en cours si c'est le début du mois, soit au prorata temporis sur le début du mois et sur les mois suivants. Si vous voulez sortir de la protection parce que vous en avez plus besoin, vous pouvez sortir et en fait vous serez facturé du dernier mois et après ce sera terminé. Donc il n'y a pas d'engagement il n'y a pas de minimum d'engagement, de durée d'engagement de notre côté, ou du moins le minimum est un mois, ce qui est tout à fait raisonnable. Voilà, écoutez, je pense qu'on a abordé
l'essentiel du sujet sur les protections, sur la différenciation entre une protection always on, donc permanente, et une protection en discontinu. Donc la majorité des solutions aujourd'hui sont en discontinu, ce qui nous semble pas adapté à l'évolution des attaques en déni de service qui sont présentes aujourd'hui et qui ne correspond pas non plus à l'évolution des services Internet, notamment par la présence de plus en plus grande de Web API d'applications mobiles et aussi d'applications chiffrées. Sur les applications chiffrées, je vous précise aussi qu'on est capable de mitiger des attaques en déni de service sur des flux cryptés, HTTPS, sans installer forcément les certificats sur notre système. Donc ça, si vous êtes intéressé par ce type de solution, je vous invite aussi à prendre contact avec nous. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous. On organisera d'autres sessions webinaires sur ce même sujet pour d'autres personnes qui n'auraient pas assisté à la première session et qui voudraient éventuellement y assister. Vous êtes quand même invités à nous poser des questions, soit à moi directement, soit sur notre portail, sur ce sujet-là si vous le souhaitez, ou sur d'autres sujets si vous avez des questions sur le service. Voilà, je vous remercie à nouveau d'avoir assisté à ce webinaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine session sur ce sujet ou sur d'autres sujets que nous serons amenés à traiter dans un prochain avenir. Merci, à bientôt.